Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, GMT, Greenwich Mean Time. La présidentielle 2020 aux États-Unis tarde à livrer son verdict et le monde entier de retenir son souffle. À l'heure où nous démarrons ce programme, les compteurs restent bloqués pour 238 grands électeurs pour Joe Biden contre 213 pour le président sortant Donald Trump. Chacun d'eux a besoin de franchir rapidement la barre de 270 grands électeurs pour être déclaré vainqueur de la présidentielle 2020 aux États-Unis. Avant cela, c'est chaque candidat qui se veut optimiste pour la suite. D'abord, Joe Biden, dans une déclaration à 5h30 GMT, aujourd'hui, il demandait à ses partisans de garder espoir. Donald Trump, à sa suite, dénoncera la fraude de la part des démocrates, non sans promettre à ses électeurs une grande victoire au finish. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. « 46e président des États-Unis, Trump ou Biden ?» Pour répondre à cette question, nous avons invité de manière spéciale, ce soir, en plateau à Douala, 2 personnes. Voilà, vous les voyez. Je commence par vous, Éric Yambi. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir au docteur Luison Essomba. Permettez également que j'adresse mes fraternelles et chaleureuses salutations à 3 compatriotes. Il s'agit de Ibrahim Inoussa aux États-Unis, il s'agit de Sylvain Donfac dans le canton de Neuchâtel, de même qu'un très inconditionnel d'Equinox en Consaba, il s'agit de M. Mendiade Ambroise qui nous suit en ce moment. Voilà. En face de vous, le docteur Luison Essomba. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Serge Alonto, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Je salue, comme d'habitude, avec respect, l'autre copanéliste, mon frère et ami Éric Yambi. Je voudrais également passer un bonsoir à M. Owonofwe du côté des États-Unis qui suit avec beaucoup d'intérêt ces élections. Voilà, on va donc partir aux États-Unis où nous attendent 2 Camerounais. Ils sont là-bas. Je vais commencer par Fabrice Kwamkamdem. Fabrice Kwamkamdem, bonsoir. Merci, bonsoir Alain. C'est un honneur de faire partie de votre plateau ce soir. Je tiens à dire bonsoir à mes milliers de followers et bonsoir à vos millions de spectateurs à travers les 4 coins du globe terrestre. Voilà, Fabrice Kwamkamdem, vous êtes community organizer, vous êtes dans la ville de Sarasota. Nous sommes là en Floride, c'est bien cela? Exactement. Bon, dites-moi d'abord, Fabrice, on a parlé d'une certaine tension. Comment va votre ville Sarasota cet après-midi? Parce que vous êtes encore dans l'après-midi, hein? Il est 13h, je crois. Oui, il n'est que 13h. La ville, plutôt, chez moi, ici, Sarasota, c'est une petite ville où il y a beaucoup plus de personnes du 3e âge, ce qu'on appelle les baby boomers. Et ces personnes sont plutôt calmes. Je dirais que c'est dans les grandes villes comme Tampa, Orlando, Miami, où il y a beaucoup d'affrontements et c'est vraiment chaud. Très chaud là-bas. Voilà, on va également rester une fois de plus avec un autre compatriote. Lui se trouve en Caroline du Nord. Lui, c'est Louis Tassing. Bonsoir, Louis Tassing. Good evening, Serge, and thank you very much for inviting me to join this distinguished panel. Let me take this opportunity to greet all the other panelists and all the viewers of your program. Voilà. Thank you, Serge, and let me take this opportunity also to just say a word. I know that this, episode of your program is focused on the presidential elections here in the United States, but, as they say, charity begins at home, right? Let me take this opportunity to actually extend my condolences to all the families who have lost loved ones in the conflict that has been ongoing in Cameroon for the past 3 to 4 years, especially, the children and the women who are pretty much the weak and the defenseless, those who get caught up, in this conflict.
Well, I think it is high time as a country we come together to figure out an avenue to bring both parties to the table and to make sure that a ceasefire be put in place so that we can go ahead, talk to each other, find long-lasting solutions that would hopefully bring peace to our country. And so, anybody who can join hands in bringing peace to our country should not hesitate to do so. Thank you very much, Serge. Voilà. Louis Tassine, je rappelle que vous êtes Financial Risk Management Expert. Vous êtes dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Une fois de plus, à vous également, je pose la question. Quelle est l'ambiance là-bas? Est-ce que les tensions qu'on a... On nous a fait savoir qu'il y avait beaucoup de tensions là-bas. Comment va Charlotte cet après-midi? Yes, Charlotte is actually quite calm this afternoon. I am sure it is because, as you said at the beginning, the vote counting process is ongoing. And everybody is glued to their TV screens and watching the vote count while hoping that their candidate wins. Those who are supporting Trump as well as those who are supporting Biden. And so, it is relatively calm right now. A lot of people are at work, but I can tell you their eyes are glued on their phones as well as their computer screens, watching the counts as they come in. Voilà, je reste avec vous avant de revenir sur le plateau à Douala. Dites-nous pourquoi ça traîne ces résultats. Pourquoi ça traîne? Pourquoi jusqu'à cette heure-ci, on n'a pas encore le nom du 46e président des États-Unis? Okay. Yes, I think, to really understand why sometimes it takes a while to figure out who has become victorious in these elections takes actually a slight understanding of, how the U.S. electoral system works. In Cameroon and in a lot of other countries, we are used to the popular vote concept, basically one man, one vote democracy. It is not the case necessarily in the United States. We have what is called the Electoral College system. So the elections that we had yesterday here in the United States were actually meant to elect delegates. And those delegates are part of the Electoral College that will then further on go elect the president. But of course, we know that the Electoral College members that are selected are actually binding as far as their vote is concerned. So once we know that a state has overwhelmingly selected its delegates in favor of a particular candidate, then we can always tally those and see if a candidate has hit 270, which is the threshold for becoming president. Of course, a lot of Cameroonians may not know. There are about 538 Electoral College delegates in the United States, spread across various states. The minimum per state being 3. There are states that have very few people. Take Vermont, the state of Vermont. It has about 600,000 people, has its 3 delegates. You go to a state like California, has almost 40 million people and has a lot of delegates. So that's a big prize state. But what then happens is when you think about the polls and the fact that the polls may be pointing towards one candidate or another, you still have to, as a candidate, amass enough Electoral College votes to be able to claim that victory and say that you've become the president of the United States. So we have to wait for all the counting to happen, given that we now have what is called, the toss-up states, or basically, those states at the very tail end for which the vote count is so tight that as votes are being counted, you can see that one candidate may be leading with a couple of 100,000 votes, or maybe 10,000 votes, 500 votes. And then when a new batch of votes come in, it can actually switch direction. And so it is cautious for those who are counting and for the media not to actually declare a candidate in those situations and wait till almost all the votes are counted for them to be able to say that Vice President Biden won that state, or that President Donald Trump won that state. So that is why we are waiting. We're waiting for those toss-up states, Michigan, Pennsylvania, Nevada, and the others
that are still hanging in the balance to actually come true. I believe that by this evening we will know. Evening in the United States, of course. It's still early afternoon here. By this evening, we will know who is most likely the 46th president of the United States. Voilà, thank you Luis. Avant de revenir sur le plateau à Douala, on va aller du côté de la Floride pour savoir avec Fabrice. Fabrice, dites-nous, est-ce que c'est, comme a dit Luis Tassing, c'est la complexité de l'élection du président des États-Unis qui est à l'origine de ce retard? Oui, je pense que ce qu'il a dit est vrai, mais juste à la fin, quand il a chuté, il a dit qu'on saura qui sera le 46e président, mais on peut aussi dire qu'on peut rester au 45e président. Oui. Vous savez bien que le système électoral américain, c'est un système électoral universel indirect. C'est-à-dire, comme il a expliqué, ce sont les grands électeurs qui vont faire la différence. Et à l'heure où nous sommes, ils sont vraiment au coude à coude. Ils sont vraiment au coude à coude. Donc, du coup, c'est en train de se jouer. Je crois que les états-majors sont tous surchauffés. Mais il y a un petit avantage pour l'instant pour le candidat Biden, puisqu'il manque 6% de comptes dans l'État de Michigan, et pas beaucoup dans l'État de Wisconsin, où le candidat Joe Biden est en train de prendre les avantages. On s'est dit hier que la Pennsylvanie est l'État qui va déterminer qui sera le prochain président des États-Unis. Mais là, ce qui se passe, c'est que la Pennsylvanie est en train de donner Donald Trump est en train d'avoir des pronostics en Pennsylvanie, mais il y a 2 millions de voix. Et pour répondre à votre première question, on va dire que généralement, au soir du vote, on a les résultats des élections aux États-Unis. Mais cette fois-ci, compte tenu de la COVID autant pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont dû voter par ce qu'on appelait absentee ballot, c'est-à-dire par courrier. Et il y a eu plus de 2 millions, par exemple, pour ce qui est de l'État de la Pennsylvanie. Et c'est ce qui va traîner. Probablement, on aura les résultats demain matin, pour être plus sûr. Ok, merci Fabrice. Eric, je commence par vous, Eric. La faute au vote par correspondance et au système électoral américain? C'est pourquoi jusqu'à cette heure-ci, on n'a pas encore le nom du président? Je pense que les éléments de réponse à votre question ont déjà été donnés. Il s'agit certainement du fait que le coronavirus a déstabilisé, perturbé un certain nombre d'habitudes. Du coup, beaucoup d'Américains se sont sentis, entre guillemets, obligés de voter par correspondance. Du coup, avec cette masse de courriers, parfois avec des appareils ou des machines qui ne répondent pas de manière instantanée, on s'est donc retrouvé dans la difficulté de pouvoir comptabiliser ou alors de faire l'arithmétique de ces différents votes. Mais je pense qu'on devrait aussi être un peu plus précis en disant qu'en réalité, nous avons affaire là à un problème beaucoup plus profond. Parce que s'il y a eu mobilisation générale, c'est parce qu'en réalité, les enjeux sont importants. Pour parler de manière simple et terre à terre, l'Amérique aujourd'hui se retrouve totalement coupée en deux. On a une Amérique qui est traditionnaliste, j'allais dire progressiste, et qui est symbolisée par un État comme New York, qui est un État multiculturel. Et puis, il y a une Amérique profonde, une Amérique des valeurs traditionnalistes, des valeurs chrétiennes, incarnées par Trump, tout à fait. Alors, ça fait que du coup, les enjeux sont importants et automatiquement, les personnes de ces deux camps se sont mobilisées, ce qui fait en sorte que cela a une répercussion de par les personnes intéressées, j'allais dire les votants, pour exprimer évidemment leur choix. Donc de manière profonde, voilà ce à quoi nous assistons. Et ça se comprend avec ce qu'on peut appeler la neutralisation, n'est-ce pas, des deux tendances en ce moment. Mais forcément, nous aurons les résultats d'ici très peu de temps. Dit. Voilà, Dr Luisin Issoba, coronavirus, fait encore parler de lui. Oui, bien entendu. Vous savez, sur le résultat. Là. Bien entendu, c'est une crise sanitaire qui n'a épargné aucun État dans le monde. Et si, au regard des faits, on se rend bien compte que les effets pandémiques de cette crise sanitaire ont beaucoup secoué l'Europe et plus précisément les États-Unis, dont on a dénombré beaucoup de morts. Donc vous convenez que la logique aujourd'hui d'insérer un nouveau mode, un nouvel élément
C'est-à-dire que dans le processus électoral vient se justifier par cette crise sanitaire. Alors, Saint-Jean, j'ai voulu, d'entrée de jeu, préciser quand même quelque chose. Vous savez, il s'agit d'une élection qui va dévoiler un des hommes les plus puissants de la planète. Oui. Et ce qui peut justifier... C'est pourquoi ça intéresse Bien la planète entendu. entière. Et ça, je voudrais... Je l'ai dit, le monde retient son souffle. La planète entière retient son souffle. Bien entendu, je voudrais vous féliciter pour avoir inscrit ce sujet à l'ordre du jour, parce que vous savez, nous sommes au cœur de la politique étrangère, parce que tout ce qui se passe aux États-Unis doit intéresser particulièrement l'Afrique, parce que vous avez vu tout dernièrement, Donald Trump a rapatrié près d'une centaine de Camerounais. Et ça permet donc de voir justement le système, le tout-party système qui est applicable. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les démocrates et de l'autre côté, les républicains. Et vous savez que l'idéologie n'est pas forcément divergente, mais il y a quelque chose qui les distingue, c'est que les démocrates sont beaucoup plus, ont l'esprit beaucoup plus ouvert et sont beaucoup plus enclins à la liberté. Or, les républicains sont beaucoup plus fermés, mais ont un esprit de justice. C'est pourquoi vous voyez que au niveau de l'élection, d'entre les deux, ça va se jouer dans ce qui sera fait en termes de rapport entre le président élu et l'Afrique. Et c'est Jean-Lauto, vous savez que l'élection du président des États-Unis est une élection particulièrement courue. D'abord, une élection complexe par d'abord sa durée et par sa complexité. Parce qu'on se rend compte que c'est une élection longue. C'est-à-dire qu'elle commence en février de l'année en cours pour s'achever en janvier de l'année qui suit. Oui. C'est-à-dire que de l'inauguration de cérémonie. Bien entendu. Prestation de serment. Voilà. Et maintenant, il y a une autre phase qui est partisane. C'est-à-dire que tout se joue d'abord à l'intérieur de chaque parti politique. Ouais, parce que, convention. Voilà, si vous avez la chance, si vous voulez avoir la chance d'être élu président des États-Unis, sachez que vous devez être affilié soit au Parti démocrate, soit au Parti républicain. C'est ce qu'on appelle le two-party system. Et à partir de là, on se rend bien compte que les choix sont d'abord faits au niveau de chaque parti, c'est-à-dire que de chaque organisation, de chaque obédience politique, où on choisit le président et le vice. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les caucus, c'est-à-dire que seuls les dignitaires ou les hautes personnalités du parti peuvent procéder à ce choix. Maintenant, après cela, il y a ce qu'on appelle l'élection au niveau de l'échelon national, à travers la convention nationale, où justement tous les membres du parti se retrouvent pour choisir le président et le vice-président. Voilà. Et voilà, dès que l'élection est faite, ce qui est dit, c'est que aux États-Unis, le mode électif est particulier. C'est un scrutin majoritaire à un tour. C'est-à-dire qu'un scrutin majoritaire à un tour. Cela veut dire que pour être élu président, parce que c'est un scrutin indirect, c'est-à-dire qu'il y a un mode indirect, alors pour être élu président des États-Unis, il faudrait avoir la majorité des grands électeurs plus 1. C'est-à-dire, ils sont 435, tu vois, de la Chambre. Non, je suis en train d'expliquer. Voilà. 435, c'est-à-dire que de la Chambre des représentants, 100 sénateurs, plus 3 grands électeurs qui viennent du district de Columbia, où se retrouve la capitale Washington. Voilà. Et bien entendu, quand vous faites donc 538 divisé par 2, vous avez 269. 269. Maintenant, la majorité, ça veut donc dire que plus 1, il faudrait donc que celui qui est déclaré président des États-Unis doit donc engager 270 voix venant des grands électeurs. Et une fois que c'est fait, dès que le président est élu, dès qu'on saura le résultat demain, il doit prêter serment le 20 janvier de l'année suivante. Et vous savez que s'il y a contentieux, c'est-à-dire que s'il y a un contentieux comme on en a eu en 2000, avec Al Gore et Bush fils, vous allez vous rendre compte que la personne qui doit désigner le président, c'est la Cour suprême fédérale, qui désigne en cas de contentieux. Vous savez qu'en Floride, en 2000, il y a eu un problème sur la perforation des bulletins de vote. Et cela a créé un contentieux. L'affaire a été levée et portée devant la Cour suprême fédérale, qui a donc donné 5 voix au profit de Walker Bush et 4 contre Al Gore. Et maintenant, il y a une hypothèse, où nous sommes en train d'aller, il y a une hypothèse qui s'ouvre. Il peut y avoir égalité entre les deux candidats. C'est-à-dire, les deux emportent 269 voix, nous sommes à 538. Il n'y a donc pas la majorité. Qu'est-ce qui se passe? Les tests aux États-Unis précisent que, dans le cas d'espèce, c'est la Chambre des représentants qui va élire, choisir le président, et le Sénat va désigner le vice-président. Donc voilà, à regard de ce qui est en train de se passer. Donc là, ça va se jouer au niveau de la majorité, au niveau de la Chambre des représentants. Oui, bien entendu. Le parti qui a la majorité va voir forcément son président, son candidat élu. Oui, bien entendu. Si c'est les démocrates, bon, voilà. Biden passe. Vous si c'est les républicains,
Voilà, bien entendu. passe. Vous avez posé, l'élection aux États-Unis est structurée autour d'un paradoxe fort. C'est que le peuple peut vous donner, vous pouvez avoir La majorité populaire. Comme il a dit en 2016. Ah, bien entendu, et ne pas avoir la majorité des grands électeurs. C'est ça le paradoxe de l'élection au niveau de l'élection aux États-Unis. Voilà, Eric Yombi, vous comprenez ce paradoxe? Le vote populaire en la faveur d'Hillary Clinton en 2016, mais malheureusement, elle n'est pas entrée à la Maison-Blanche comme son mari quelques années avant. Oui, disons tout simplement que c'est un système qui, au fil du temps, a réussi à être ancré dans les mentalités, dans les habitudes institutionnelles et constitutionnelles. Tout à fait que je comprends cela. Mais nous sommes aussi dans une campagne d'édification des masses. Oui. Je profite également pour dire que dans le processus d'affinage de la constitutionnalité américaine, il faut bien comprendre que dans l'esprit du constituant, au départ, concernant la constitution américaine, il n'était pas prévu, c'est un détail très important, la limitation des mandats. Oui. Oui, il n'était pas prévu la limitation des mandats. Le premier président américain qui a refusé d'avoir un troisième mandat, c'était Washington. Mais il est désormais ancré dans les textes aux États-Unis que la limitation des mandats est calée à 2 depuis 1951 seulement. Et dans l'histoire des États-Unis, le président qui a fait au total 4 mandats se nomme Roosevelt. Ouais, Roosevelt. Oui, c'est le seul qui a fait 4 mandats, bien que son dernier mandat de 1944, il n'ait pas allé évidemment à son terme. Donc vous comprenez qu'évidemment, il y a eu une Il y routine. avait la crise économique de 1939. Tout à fait. Donc il y a eu tout un processus qui s'est affiné, qui s'est bonifié au fil du temps, que nous comprenons, que nous expliquons, sans le recuser. D'ailleurs, nous n'avons pas qualité. Voilà. Non, juste Oui, une précision, rapidement, juste une on va aller précision avec lui. c'est qu'en fait, Roosevelt fait 3 mandats, Oui. de 1933 à 1945. Et dès 1951, à travers le 22e amendement, il est clairement marqué que aucun président américain ne pourra plus faire plus de 2 mandats. C'est-à-dire que c'est suffisant, ne peut plus faire plus de 2 mandats, c'est-à-dire qu'il est en fonction. D'où donc cette précision qui est nécessaire d'être faite. Voilà, on va prendre la direction de Charlotte. Louis Tassing, dites-moi, les sondages en 2016 donnaient Hillary Clinton vainqueur devant Trump, mais on a vu le contraire. La même chose pour 2020. Joe Biden était largement favori, mais depuis quelques heures, c'est le coude à coude. Comment comprendre, une fois de plus, que les sondages, ils seront démentis, une fois de plus, pour 2020? Well, it is always very difficult to tell, right? I think, to really understand the dilemma that comes with polling and, pre-election polling especially, one has to look at the complexity of polling, right? If you think about it, when you conduct a poll, you're assuming that you can actually select a representative sample of a population, since you cannot talk to everybody, and that those people that you select represent the population in its diversity, and that when you ask them the question, who are you going to vote for in the presidential elections, they will answer you honestly and give you the truth about what they will do. It turns out that it's a more complex problem, especially in the United States, like the previous panelists actually talked about. See, when you talk about popular vote and then you talk about electoral college, it means therefore that you have a certain complexity when it comes to conducting polling. You have to actually figure out how to represent a candidate's popularity at a national level, as well as the candidate's popularity at the state levels. And also, you have to recognize that there is what is called, a hidden vote. Basically, a segment of the population that usually shies away from, talking to pollsters. So usually they do not answer. And then there is an extra level of complexity that comes from the fact that you have quite a significant portion of the electorate that will only make up their minds at the last day of the elections. So these factors combined actually can, I would say, widen the confidence bounds of your polling such that at the end of the day, the results can be surprising. But of course, if you go back to the whole idea of a candidate having a popular vote but losing the electoral college,
That is actually a problem, if I can put it that way, that comes from the very design of the Electoral College system. Proponents of the Electoral College system say that without the Electoral College system, smaller states, take for example a state like Vermont with 600,000 inhabitants, will never actually see a presidential candidate come there for campaigning because there are only 600,000 people and there are 300 million plus Americans. A state like California, with its 40 million or more inhabitants, would definitely attract presidential candidates. And therefore, when you look at it from a popular vote perspective, you will have just a few centers, a few states that would actually decide who the president is. But that said, if you think about the fact that there is a minimum of 3 electoral votes per state, irrespective of how small your population is, it therefore means that you have states where a single vote cast is actually more valuable than another state. For example, somebody who's casting a vote in Vermont carries more weight than somebody casting a vote in California. And all these factors combined create that complexity such that at the last moment, you can have certain surprises when you now look at it and you realize a candidate is capable of achieving victory in a state through a very tight and narrow margin that at the end of the day wasn't reflected by the polls because there are all these underlying factors that would throw the polling off and actually make for a candidate that would win the Electoral College without the popular vote. Of course, those who actually support the popular vote concept are saying, you know, why give other electors more power than others? You know, let's just erase it and go with the popular vote. Well, each school of thought has its pros and its cons, and it's a question of which one do we want to use to actually ensure that we have a more stable system. I believe that the Electoral College system actually has created more stability in America across time because, as you can see during campaigns, presidential candidates actually visit every corner of America to the best of their ability and the competitiveness of the various states and regions of the country that they have to go to. There are strong bases where they don't need to go to because they know they'll always win in those bases. But there are a significant number of states where they have to campaign, Florida being one of them, you know, all the others that really always end up being the nail-biting ones, like Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. All candidates always go to those. And they end up in the smaller states, just like Vermont that I mentioned earlier. But at the end of the day, really, it is about the complexity of the polling and the fact that you have all these underlying factors that can actually widen the margin of error in the polling, and also the mismatch between one man, one vote and the Electoral College system. So having a popular vote and losing the presidency is not uncommon, of course, as others said earlier. We saw that with Bush v. Gore, we saw that with Hillary and Trump. And now we're witnessing something that is threatening to to probably lead to a similar outcome. So, you know. Merci. Fabrice, on va aller du côté de la Floride. Fabrice, dites-nous comment fonctionne le système de grands électeurs, parce que cette émission-ci se veut également pédagogique. Comment fonctionne le système de grands électeurs et comment sont-ils désignés? Fabrice Kwamkandel. Très bien, Alain, parce qu'il faudrait que je puisse corriger bien certaines choses qui ont été dites. Le professeur sur le plateau a dit qu'aux États-Unis, quand vous vous enregistrez pour voter, vous n'avez que 2 options. Ce qui n'est pas vrai. Quand vous enregistrez pour voter, vous avez l'option soit de vous enregistrer comme démocrate, soit de vous enregistrer comme républicain, ou alors comme indépendant. Parce que c'est très important de le souligner. Parce qu'il y a, en dehors de 2 candidats qui s'affrontent, Joe Biden et Donald Trump, il y a une centaine d'autres candidats indépendants qui sont en liste. Mais on ne les voit pas trop parce qu'il y a aussi un système de primaire. Ça, ce n'est que l'apothéose. Il y a un système de primaire où on fait l'élimination au niveau de chaque parti politique pour arriver, c'est les meilleurs qui maintenant s'affrontent. Comment est sélectionné le collège électoral? Le collège électoral, alors on attribue un nombre de collèges électoraux
en fonction de la densité de la population. Vous avez par exemple l'État de Californie qui a plus de 40 millions d'habitants, qui a le plus grand nombre de électeurs, à savoir 55. Ensuite, vous avez le Texas qui a 38, puis New York, et la Floride et Pennsylvanie. Donc, en fait, le nombre de collèges électoraux, de grands électeurs, est attribué selon la population. Et ça montre vraiment la force du système fédéral. Et c'est ce que nous voulons au Cameroun, en fait. Parce que chaque région a ses forces et ses faiblesses. Maintenant, on ne peut pas prendre une région où il y a des millions d'habitants et tout mettre au même niveau qu'une région où il y a des centaines d'habitants. C'est ça la force du système fédéral. Ça permet que la majorité, la voix de la majorité puisse avoir le dessus au niveau fédéral et maintenant au niveau local, la majorité choisit ses dirigeants, ses lois, ses juges et ainsi de suite. Voilà. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Dr. Luisan Issomba? Oui, je pense que M. Kamden ne m'a pas clairement suivi. J'ai dit pour avoir la chance d'être élu. Oui. Ça veut dire que je n'ai pas exclu les candidatures indépendantes. Oui. Et autre chose, le nombre de grands électeurs ne dépend pas forcément de la prise en compte démographique, mais de la représentation au sein du Congrès américain. Parce que, bon, ça rejoint la même chose. Ça veut dire que le nombre de grands électeurs, c'est proportionnel au nombre d'élus au sein du Congrès américain. Donc, c'est la précision qu'il faut faire. On a également oublié d'indiquer que lorsque le président des États-Unis est élu, il prête serment le 20 janvier de l'année qui suit sur la Bible. C'est très important de le signaler. Sur la Bible, et dans d'autres États, c'est sur la Constitution. C'est la raison pour laquelle les gens ont souhaité la Bible, un peu comme le dit Saint Paul, que le pouvoir vient de Dieu. Bon, vous voyez qu'en Afrique, en général, on prête serment sur la Constitution, et c'est le pourquoi forcément on ne la respecte pas trop, parce que, un peu comme le disait Montesquieu, en tendant la main vers la Constitution, surtout pour la réviser, il faut tendre cette main, il faut que cette main soit tremblante pour le faire. Donc, c'est pour dire quoi que... Vous permettez qu'on parle de la cérémonie d'investiture, vous avez évoqué la Bible. La prestation des serments sur la Bible est une tradition instituée par le premier président de l'histoire, George Washington, mais elle n'est pas inscrite dans la Constitution. Seul le contenu du serment est codifié à l'article 2. Le premier amendement de la Constitution garantit en effet la séparation entre les églises et l'État. Le choix de la Bible sur laquelle un président américain prête serment peut avoir une portée politiquement symbolique. Par exemple, Jimmy Carter en 1977 et George Bush père en 1989 ont prêté serment sur la Bible utilisée par George Washington lui-même. Mais Barack Obama, en 2009, lui a choisi deux Bibles. L'une au lieu d'une seule. Celle appartenant à Martin Luther King, qui avait appartenu à Martin Luther King, et celle de Abraham Lincoln. Voilà. Oui, mais justement, l'histoire nous renseigne à suffisance qu'il s'agit d'une tradition qui est perpétrée, mais tout ce qui est dit, c'est qu'aucun de ces présidents n'a prêté serment sur la Constitution, mais tous, c'est sur la Bible. C'est vrai que chacun peut choisir la Bible de tel en termes symboliques. C'est ce que nous dit le test, ce test précis. Voilà. Voilà, Eric Yombi, intéressons-nous un peu à l'attitude de Donald Trump. Avant l'élection, il disait déjà qu'il n'allait pas reconnaître si jamais Biden passait. Et aujourd'hui encore, il déclare déjà qu'il est vainqueur, alors que... Comment comprendre ça? Vous savez, la personne ou alors la personnalité de Donald Trump est extrêmement sulfureuse. Il y en a qui pensent de lui parce qu'étant riche, milliardaire en dollars, il est capricieux, il fait ce qu'il veut. Mais je pense que sa prise de parole ou sa prise de position tout à l'heure, disant qu'il a gagné l'élection, c'est certainement à mettre sur le compte d'un homme qui a envie de continuer une mission, quelqu'un qui a envie évidemment d'implémenter toutes ses idées, mais il ne faudrait pas inscrire cette attitude, comme j'entends malheureusement le dire, dans le cadre d'une attitude institutionnelle ou alors une certaine sémence ou un germe qui viserait à en faire en sorte que les États-Unis sont comme quelques pays d'Afrique noire francophone particulièrement. Donc c'est l'attitude d'un homme, c'est dans ce cadre qu'il faut mettre ce compte-là, l'attitude d'un homme qui aimerait peut-être avec un peu plus de force, de vigueur, mais certainement avec
avec maladresse changer les choses. Mais il est important de revenir une fois de plus encore sur un élément. Lorsqu'on parle de l'Amérique, il faut bien se dire que nous sommes en train de parler d'un pays qui est extrêmement replié sur lui-même. C'est très important. Et à partir du moment où on parle d'un pays qui est replié sur lui-même, il y a quelquefois, n'est-ce pas, une tendance qu'on peut qualifier de tendance messianique. C'est-à-dire qu'ils se voient, ces gens, certains leaders, comme des envoyés de Dieu. Alors, dans cette perspective, il n'est pas donc surprenant d'entendre que Donald Trump aimerait, lui, de son point de vue, aller au bout de ce qu'il a commencé pour représenter cette Amérique profonde, pour représenter cette Amérique, n'est-ce pas, qui s'élève tôt, cette Amérique qui croit au rêve américain, c'est-à-dire travailler pour gagner énormément de millions. Voilà, Make America Great Again, c'est son slogan. Lui Tassin, justement sur l'attitude du président Trump qui, comme j'ai dit, avant l'élection même, avant le 3 novembre, disait déjà qu'il n'allait pas reconnaître la victoire de Joe Biden. Aujourd'hui, il dit comme ça qu'il a gagné l'élection, alors qu'on n'a pas encore atteint, la barre des 270 grands électeurs. About the attitude of President Trump. Yes. You know, as Eric Yombi said, President Trump is, somebody who likes to actually, as they say in English, toot his own horn. He likes to actually, present himself as being bigger than he may be. You know, the case of his finances, for example, being a glaring example, right? Where there's been various challenges for to ask whether he truly is a billionaire and at what level. You know, his claims have been sometimes very controversial on certain issues. Take the COVID-19, pandemic that we are going through all over the world. Sometimes you wonder whether he's deliberately misleading or he is truly just believing in what he's saying. And when you look at, his outing last night, which was early this morning in Cameroon, claiming victory when votes have not yet been properly counted, I think basically he is just doing what he normally does, which is set up his followers and make them to be anxious when eventually maybe the outcome becomes the reverse of what he claims. And then you might see some kind of agitation, which we don't hope will come to that. But the one thing that we know for certain is that the United States has a lot of checks and balances. In fact, when you look at President Donald Trump and some of the things that he has done throughout his presidency in the past 4 years, you can actually say that what he represents is a stress test for the American system. He has stress tested the American system to see if it can stand the checks and balances when you have a leader that decides to stretch the boundaries. There are a lot of things in the United States that are gentleman agreements that are never truly written in the law. Take, for example, when you're a presidential candidate, it is assumed that you should actually release your financial records, your health records, so that every citizen will be aware of the fact that they are about to elect somebody who is of good standing and has actually been contributing their fair share towards national development in the form of taxes at the least, and also that they are electing somebody who is healthy into the White House. Because historically, there have been cases where you've had presidents elected into the White House who had underlying medical conditions, some that even suffered certain medical conditions while in the White House, like a stroke, and they had to actually cover up from the American public so they wouldn't know that the president is incapacitated. And so when you look at the fact that he refused to put his taxes out there, so nobody knew exactly what was in his finances, even though the media tried to figure out what his taxes were, and an indication that he had not paid a lot of taxes may be considered legally, but sometimes you wonder if it's truly legally. And also the fact that he objected to, sharing a lot of personal information that is usually considered fair game. It really puts us in a position where we're just seeing him as
one aberration. It's just one case of somebody who happens to like pushing boundaries. And that is the way we see Donald Trump in America. The system is tight. I can tell you that from having lived in America for almost 2 decades. The system is tight. No matter what he declares, no matter what he claims, this system is capable of putting everybody in the United States in order, including the head of state. Okay. Because as you know, the arms of government in this country are truly independent. Okay. The judiciary, the legislative, and the executive Justement. are totally independent. Voilà, merci. On va rester aux États-Unis. Une question un peu, on veut comprendre. Fabrice Kwam, vous êtes en Floride. On veut comprendre pourquoi la Floride a voté républicain avec cette forte présence des Cubains en Floride. Qu'est-ce qui explique que les Cubains aient voté pour Donald Trump? Très bonne question, Alain. Je dirais que le président Trump est venu un peu comme celui qui est venu bousculer l'establishment. Il est venu bousculer les habitudes. Parce que en 2016, quand Trump a gagné déjà en Floride, moi j'ai travaillé dans la campagne démocrate d'Hillary Clinton en Floride en 2016. J'étais file organizer. Et nous étions convaincus que nous gagnions. Notre inquiétude se posait maintenant au niveau de la participation et surtout au niveau du pourcentage. Mais on a eu une très longue nuit. Comme on dit souvent à Abidjan, on a dormi tôt. Donc, et je crois qu'une fois Trump gagne, et les gens se disent que non, c'était par chance, c'était un coup de chance, par coup de chance qu'il est arrivé. Et maintenant, même si Trump ne gagne pas aujourd'hui, Trump a réussi à s'imposer comme étant un modèle. Il est celui-là qui est venu et il a surchauffé sa base. Parce que je dis maintenant qu'il y a 2 choses qui s'affrontent aux États-Unis aujourd'hui. Il y a ceux qui sont ouverts à la mondialisation et ceux qui veulent rester ultra conservateurs, ultra-nationalistes. Et c'est ceux-là que Trump est venu réveiller. Il a surchauffé sa base. On prend le cas de la Floride, qui est par exemple le swing state avec le plus grand nombre de grands électeurs, à savoir 29. Vous voyez qu'en Floride, la Floride est réputée comme un État pour les personnes âgées. C'est là où des personnes qui ont travaillé toute leur vie, ont pu faire des économies, achètent maintenant leur maison de retraite. Il fait chaud, il n'y a pas d'hiver ici. Et ceux-là, vous pouvez comprendre, vous ne pouvez qu'imaginer que après avoir travaillé aussi longtemps toute une carrière et qui jouissent aujourd'hui du fruit de leur labeur, ne veulent pas se rapprocher du système, je vais dire libéral, ou alors ce que d'autres ont appelé le système, on appelle ça, le système, je ne vais pas dire communiste, mais en fait, le système, pas libéral, comment on appelle ça? Socialiste? Socialiste, voilà, le système socialiste. Donc, en Floride, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. On a une grande partie de la population qui est au-delà de 65. Et ceux qui sont au-delà de 65 ans sont, pour la plupart, des conservateurs. On aurait cru qu'avec le désastre que le coronavirus a causé, et parce que le président aurait mal géré la pandémie, que ça aurait eu un impact, que non. Et comme vous l'avez aussi bien dit, Trump a réussi à faire croire, ou alors à imposer cette idée selon laquelle Biden veut ramener l'Amérique au communisme. Et si on connaît ce que c'est que Cuba et le système communiste qui a existé au Cuba, la plupart des réfugiés cubains qui se retrouvent maintenant en Floride ont peur de retomber dans le même système. Voilà pour moi les 2 arguments qui ont milité au fait que Biden, les démocrates, puissent faire la Floride. Et c'est dommage pour nous autres immigrés, parce que moi, je vais toujours me positionner en tant qu'immigrant ici. Moi, je regarde toujours l'intérêt de l'immigrant, dans la mesure où chaque grande communauté a ses intérêts. La communauté hispanique a ses intérêts. Nous, les Noirs africains, nous avons nos intérêts. Les Indiens américains, les Caucasiens, et ainsi de suite. Donc, chacun devrait pouvoir voir les élections ou alors choisir son candidat en fonction des intérêts de sa communauté. Et moi, je pense que avec Trump et la procédure d'immigration qui devient de plus en plus difficile, vous voyez par exemple que Trump veut par exemple éliminer
La loterie américaine. Cette loterie américaine a sorti des millions de familles africaines de la pauvreté. Et voilà pourquoi je pense que Biden aurait été un meilleur candidat pour les immigrés. J'en ai plusieurs autres exemples que je peux citer, mais je m'arrête là pour l'instant. Ok, voilà, rapidement, Dr Luison Issoma, sur l'attitude du président Trump, qui ne va pas reconnaître, il dit là qu'il a gagné déjà l'élection. Lorsque nous voyons les attitudes... Il accuse les démocrates d'avoir fraudé aujourd'hui. Bien entendu, lorsque nous voyons les attitudes des deux candidats, on se rend compte que Joe Biden est un peu plus optimiste. Oui. Il est un peu plus optimiste, alors que Donald Trump semble beaucoup plus pessimiste parce qu'il annonce d'ailleurs la possibilité de saisir la Cour suprême fédérale en cas justement de contestation ou en cas de vice au processus qui est en train de se dérouler. C'est la raison pour laquelle, dans les deux attitudes, vous voyez donc que, d'ailleurs, dans le propos de Joe Biden, il dit que ses électeurs gardent espoir. C'est-à-dire que vous voyez donc que c'est un homme beaucoup plus optimiste, qui est certain, au regard d'ailleurs des résultats qui sont en train d'être progressivement dévoilés, qui est certain, puisqu'il tire le cheval de Troie. Ça veut donc dire qu'en réalité, Joe Biden est dans une attitude d'espoir. Ok. Voilà, Eric Yombi, c'est votre sentiment également. Ça va tomber du côté de Joe Biden? Je ne peux pas lire dans le secret des dieux, mais ce que je dirais en 2 secondes, c'est tout simplement que dans la balance, pendant l'élection, Donald Trump est allé avec un avantage certain. C'est un milliardaire, il sait comment faire de l'argent. Certainement, sur cette base, il a su happer un électorat hispanique qui est évidemment à la recherche du pain notamment. Voilà, au niveau de la Floride. Voilà, c'est l'heure du journal. Dans un instant, elle est déjà là, Juliane Bissaï. Bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Encore des images insoutenables du sud-ouest en crise. Des hommes lourdement armés ont fait irruption ce matin au Kulu Memorial College à Limbe dans le sud-ouest. Je vous le disais, ces assaillants ont contraint élèves et enseignants de se mettre en tenue d'Adam et Ève, puis incendier des salles de classe de cet établissement scolaire. Une scène effroyable qui suscite la colère ou le courroux de la communauté éducative, mais également de l'opinion nationale. Tuerie de Kumba, les obsèques des 7 élèves froidement assassinés le 24 octobre dernier auront lieu demain jeudi 5 novembre et le Premier ministre Joseph Dione Ngouté est le représentant personnel du chef de l'État au cours de cette cérémonie. Le chef du gouvernement est arrivé cet après-midi dans la ville de Buea. Nous parlerons également, Serge Alain, de cette irréparable qui a failli se produire hier au marché Mokolo, c'est à Yaoundé. Des agents de la police municipale ont été molestés par des éléments du commissariat de sécurité publique du 2e arrondissement de la ville de Douala. La scène s'est produite au moment où les agents de la mairie collectaient ou prenaient ou percevaient la taxe d'occupation temporaire de la voie publique aux commerçants de cet espace marchand. Serge Alain. De policiers, police municipale contre police nationale. C'est bien cela? C'est bien cela, Serge Alain. Une affaire de policiers à Yaoundé, deuxième. Madame, Monsieur, dans un instant, ce sera, après le journal de Juliane Bissaï, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités, 2 en plateau à Douala et 2 au pays de l'oncle Sam. Nous sommes de retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités. Louis Tating aux États-Unis, à Charlotte, et Fabrice Kwam Kamdem à Sarasota, en Floride. Sur ce plateau, Eric Yombi et le docteur Luison Issomba. Docteur Luison Issomba, une fois de plus, les élèves attaqués. Mais cette fois-ci, pourquoi cette méthode? Cette méthode-ci, elle sort d'où? Comment vous comprenez ça, qu'on mette les élèves et leurs enseignants, on va le dire, dans un même endroit, en tenue d'Adam? Ce sont des actes d'humiliation qui sont inqualifiables. Donc on a humilié l'enseignant, c'est-à-dire que le fait que l'élève
voit la nudité de son enseignant, ça fait problème. Bien entendu, vous savez, le corps humain est sacré, quoi qu'on dise. Et cette sacralisation est ontologique. Et quand on regarde, vous voyez dans une salle de classe, des enseignants qui sont mis en tenue d'Adam et Ève, pour reprendre l'expression de Julien Bert, et dans une situation extrêmement, vous ne pouvez pas vous imaginer, où on se retrouve dans un état de nudité. C'est extrêmement grave ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi s'attaquer à l'édifice qui construit un État, c'est-à-dire l'école, l'éducation? Et vous savez, au terme de ce que nous sommes en train de réaliser, on se rend bien évidemment compte que l'objectif qui est recherché, c'est de mettre en place une procédure d'instabilisation. C'est-à-dire qu'on veut déstabiliser la mise en place des cours et l'éducation de ce côté. Parce que si vous avez vu, depuis Kumba, on s'est attaqué à un édifice scolaire. Kumbo, on s'est attaqué aux enseignants. Voilà, oui. Aujourd'hui, c'est Limbé. Donc, je pense que l'objectif recherché est suffisamment clair. C'est-à-dire que mettre en péril l'éducation pour que les enfants ne partent pas à l'école. Vous voyez, c'est depuis 4 ans que le phénomène continue de durer. Et comme je l'ai indiqué toujours sur ce plateau, chaque fois qu'une crise commence à durer, comme c'est le cas, même les solutions commencent à se complexifier. D'où donc nous interpellons de tous nos voeux l'État du Cameroun de trouver tous les voies et moyens justement de ramener la paix de ce côté, parce que la première mission, ou du moins la mission tribunicienne d'un État, c'est de sécuriser son peuple ainsi que leurs biens, et surtout de sécuriser les populations vulnérables, parce que de ce côté-là, vous avez vu, on s'attaque aux enfants. Parce que lorsqu'on tue, comme ça a été le cas, 7 enfants, vous ne pouvez pas résister. On a tous pleuré sur ce plateau samedi 24 octobre. Je vous rappelle que je suis allé accompagner mon épouse le matin, mais les enfants m'ont suivi. Ah, voilà le père qui a pleuré à la télévision. Bon, tout sur le coup, vous voyez, vous comprenez le choc, la profondeur du choc qui touche toutes les sensibilités qui vivent. Donc, ça veut tout simplement dire que nous rappelons et nous interpellons davantage notre État de redoubler des mécanismes sécuritaires, vraiment pour qu'on évite encore de tels périls. Éric Yombi, l'école une fois de plus attaquée. L'humiliation, comme a dit Dr Luison Isomba. Pas de perte en vie humaine, mais ils ont choisi notre voie, c'est l'humiliation et des élèves et des enseignants. Avant toute chose, j'aimerais avoir une pensée pour les enfants, en tout cas ceux qui auront un hommage religieux à la Presbyterian Church de Fiango à Kumba. Ce sera demain jeudi à 12h. Les gens là-bas sont dans la douleur. Les gens là-bas manquent déjà des mots. Cette guerre a longtemps duré. Il se passe tout simplement que les gens sont fatigués. On ne va pas à l'école pour mourir, on va à l'école pour acquérir les savoirs. On aimerait bien se dire que ce qui s'est passé à Moda Francisca, ce qui s'est passé à Limbe aujourd'hui, que c'était hier. C'est ce qu'on a envie de se dire. Mais pour dire que c'était hier, il faudrait déjà qu'on sorte de ce bourbier. Parce qu'effectivement, c'est un bourbier. La République n'est pas à terre lorsqu'elle décide de discuter avec ses autres enfants qui ont choisi d'autres moyens d'expression. La République n'est pas à terre lorsque les enfants d'un même pays décident d'être ensemble pour discuter, même s'ils ont évidemment différentes idées, même s'il y a eu des morts. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de tourner la page très très difficile qui est en cours. C'est non seulement un mauvais film, surtout qu'il s'agit des Camerounais qui tuent des Camerounais. Vivement que nous passions à autre chose et que nous prenions des mesures courageuses afin que ce qui s'est passé hier ne soit plus là demain. Voilà, nous prenons la direction de la Floride. Fabrice Kwam d'abord. Fabrice, vous avez sûrement regardé ces images, vous également, votre sentiment. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Koulou Memorial College à Limbe. Fabrice. Nous n'avons pas Fabrice. Bon, voilà. Oui. On a envie de se poser la question de savoir, est-ce que définitivement on va
ce cycle est prêt de s'arrêter. Non, pas du tout. Je crois que je ne veux pas être pessimiste ou apocalyptique, mais je me dis à mon humble avis que si rien n'est fait en termes de discussion, en termes de dialogue, en termes de négociation, je le dis toujours ici, que personne ne fier de voir cette situation perdurer. Ce sont des Camerounais qui décèdent. Et je dois vous rappeler, peut-être que c'est à bas prix ou bien à bas mot, on a près de 4000 personnes mortes depuis le début de cette crise. Tout ça, ce sont des Camerounais, que ce soit du côté des civils, que ce soit du côté de nos forces de défense et de sécurité. C'est une situation, à l'Est Jalotou, qui exacerbe déjà tout le monde. Parce que vous avez vu, même nos forces de défense et de sécurité sont fatiguées. Ça fait 4 ans que ça dure. Il y a certains d'entre eux qui laissent leur famille, qui laissent leur épouse, et ainsi de suite. Il y a des civils qui décèdent. Donc, comme on l'a toujours dit ici, que l'option militaro-militaire, qui est davantage mise en exergue, a, à mon sens, montré ses limites. Il faudrait penser à autre chose de plus fort. C'est Jalotou. Face à un python, on n'utilise pas une brindille. Le python va vous dévorer avec la brindille. Donc c'est pour dire que les mesures qui doivent être prises doivent être des mesures appropriées au regard justement de la qualité et surtout du degré d'intensité que nous sommes en train de voir en termes sécuritaires, en termes justement de perte de vies humaines. C'est quand même compliqué, ça commence à être difficile et insupportable. Donc nous appelons les sécessionnistes jusqu'aux boutistes à déposer les armes qu'ils n'auraient dû jamais prendre et demander à l'État justement d'ouvrir véritablement les voies du dialogue. Et il y a un célèbre auteur qui disait « Vaudrait mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre ». Parce qu'avec la guerre, on ne reconstruit rien. Avec la guerre, c'est la perdition, c'est les vies humaines. Et vous savez, l'être humain est une pièce unique qui ne peut pas être changée même avec son propre frère. D'où là, la nécessité de cette interpellation à l'endroit de notre État, de trouver rapidement et de mettre en branle tous les mécanismes possibles justement pour ramener la paix. Voilà, ils sont revenus. On va commencer par Fabrice Kwamkamdem. Fabrice, vous avez sûrement, comme je l'ai dit, regardé ces images avant même le journal de 20h. Vous les avez également, vous avez vu une fois de plus, dans le 20h de Julien Berthe Bissaï. Votre sentiment après ce que on a vu du côté de Kumba aujourd'hui, c'est Limbé. Pas de mort, mais, comme a dit le professeur, le docteur Luisin Isomba, l'humiliation suprême et des enseignants et des élèves. Serge Alain, c'est très très choquant, puisque tous les jours, les images que nous recevons désormais du pays sont celles-là. Et à se dire que ça dure 4 ans et qu'il s'agit des frères d'un même pays, c'est inconcevable. C'était à Kumba et la semaine dernière, dans la même région. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune mesure qui a été prise par les forces de l'ordre. Je ne comprends pas. À Kumba aussi, il y a eu l'enlèvement des professeurs, je crois, hier. Et on se dit finalement qu'il y a des personnes qui profitent de cette guerre. Ces personnes doivent être des personnes qui sont tapées dans l'ombre dans le gouvernement parce que c'est si simple. Je ne dirais pas que c'est devenu très compliqué, mais au début, quand ça a commencé en 2016, c'était si simple de régler la crise. Mais notre gouvernement a toujours prôné la voie de la force. Ils ont compris que la force, ça marche pour un moment, ça ne va pas toujours marcher. J'interpelle ici le chef de l'État du Cameroun, M. Paul Biya. S'il est chef de l'État, il est garant de la sécurité pour les citoyens. Il ne va pas continuer à se cacher et toujours envoyer des émissaires nous raconter du n'importe quoi, je suis désolé du terme, mais il faut vraiment que ça cesse parce que ça, c'est un traumatisme que nous devons vivre de génération en génération. Nous, dans la diaspora, avant, nous vivions tous comme des Camerounais, francophones, anglophones et tout. Mais maintenant, je vous assure, il y a des réunions de Cameroun dans certains États qui sont carrément divisés. Parce que désormais, soit certains frères nous accusent de lâcheté et ils trouvent que nous n'avons pas défendu leur cause. Et nous aussi, nous sommes, je ne veux pas dire impuissants, mais maintenant nous sommes divisés entre ceux qui sont toujours camerounais, mais veulent une solution pacifique de la crise, et ceux qui ne veulent plus entendre de la crise. Et je dirais que ça est de la responsabilité des Camerounais qui a pris l'engagement d'engager une guerre contre son peuple. Il est important, si on nous, comme disait Laurent Gbagbo.
Voilà, on va rester aux États-Unis. Louis Tsating, cette fois-ci, Louis Tsating, it's the first time to having you on the program. After Kumba, today was Limbe. What do you have to say about all this? You know, it is very, very disheartening to see the events as they unfold from week to week. You know, it was Ngarbo yesterday, it was Kumba last week, it is Limbe today, and yesterday or the day before, there were also issues around Kumbu and other areas. And these events keep multiplying themselves over and over and over. And as other panelists have said, you know, it is sad as a parent to bury a child. Talk less of burying a child because you send them to school and they died while trying to gain knowledge to be able to survive in life. Out of a situation that should not have even been in existence, this war, this senseless war that we are having. It is a sacrilege. Look at the images today. Look at the students. Look at their teachers. How do you expect these kinds of incidences not to create a long life of trauma across the entire society? It is going to do that. But coming back to the very essence of this issue, one should ask the question, why? Why do we have to go through these kinds of situations when all it takes is dialogue? Yes, there may have been disagreements between, you know, Southern Cameroonians, if you can put it that way, the northwest and the southwest regions of Cameroon, and the central government. It has deteriorated into violence. It is gone on now for 3 to 4 years. Everybody around the world, everybody in Cameroon is beginning to ask the question, why is it difficult for us to actually sit around the table and talk? Why is the head of state not taking his responsibilities and actually doing what is right for a father who should, when the children are wearing and fighting, call them to a table and say, let's talk. What is the problem? There is no shame in sitting down and talking. It doesn't make the nation weak. It doesn't make the head of state weak. It doesn't make the army weak. It makes nobody weak. Dialogue is the one tool that always resolves issues around the world, especially when it comes to violence. And we've seen that in many countries. It's not just Cameroon. Cameroon is just one amongst many. We've seen civil wars in many countries. They always end up with dialogue. They always end up with protagonists sitting around the table. So why do we have to repeat the mistakes of history? Why do we have to rewrite history over and over? Why do we have to go down this path of killing many? Killing our brothers and sisters. Think about it. The military that shows up in Kumbu or Kumba or wherever it is, in the name of fighting restorationist forces, they face their brothers. The same restorationist forces that show up in other areas and get engaged in combat with collateral damage and all the other things that happen, they're facing their brothers and sisters. Please, let's all put our hands together, however we can, to actually make it clear to the head of state and to those concerned that there's nothing wrong with following proven methods and proven, you know, processes to bringing peace in this kind of situation. Okay. Why not a ceasefire? Why not an open and frank dialogue? We should do that. And I hope that the head of state is listening, and one of these days he would come to reason and realize that it is only dialogue that should resolve this kind of problem, as opposed to a military solution that keeps destroying the country and destroying. And we may get to a point where we may cross the bridge of no return, which is the unfortunate thing that these kind of situations always lead to. So I would really hate to see that we get down that path and cross the bridge that gets broken behind us, and then Cameroon becomes one of those case studies in the history books. Voilà, Louis, je reste avec vous. On est à quelques minutes de la fin. Rapidement, ce sera votre dernier mot. Vous avez dit vous-même que dans quelques heures, on aura le président des États-Unis. Pour vous, ce sera qui et qu'est-ce qui va bien faire, qui aura pu faire la différence, que ce soit Trump ou bien Biden. Pour vous, 30 secondes.
La différence va venir d'où? Well, I always, unapologetically, I am a Democrat. So I would like to see my candidate win. I would like to see Biden win. But that said, if Trump wins, 4 more years, and we'll move on to the next president. Ok. Voilà, merci Louis Tating d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Financial Risk Management Expert. Vous êtes à Charlotte, aux États-Unis. On va poser la même question à Fabrice Kwame Kamdem. Fabrice, pour vous, le vainqueur, ce sera qui dans quelques heures? Et qu'est-ce qu'il aura bien pu faire? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que j'aimerais, pour ma part, comme je l'ai dit, je parle toujours au nom des immigrés. J'aimerais que ce soit le candidat Joe Biden qui le remporte. Mais si c'est Trump aussi, il y aura la continuité. Pour moi, c'est avec Trump, ce qui va se passer, il y aura la stabilité dans les marchés. Ça, c'est sûr. Mais il y aura, le pays va continuer à être divisé, davantage divisé. Alors qu'avec Biden, il y a espoir que les lois sur l'immigration soient de moins en moins rigides et surtout que le pays commence à penser ses blessures pour s'unir. Je crois que c'est là où il y a véritablement la différence. Mes pensées vont ce soir à toutes les populations du Nord-Ouest qui souffrent de martyrs. Merci. Voilà, merci Fabrice Kwame Kamdem. Je rappelle que vous êtes en Floride, aux États-Unis. Merci d'avoir participé à l'émission Eric Yombi. Pour vous, Joe Biden et l'Afrique, ce sera comment? Trump et l'Afrique, c'était comment? D'ici peu, c'est le président des États-Unis qui sera élu. Pour l'Afrique, ça ne changera pas grand-chose. Si ce sont les démocrates, on aura une approche différente, une approche soft, moins brutale. Si c'est Donald Trump, on aura une approche brutale avec une rhétorique qui n'aura pas beaucoup changé, qui va nous rappeler, souvenez-vous sans doute, les propos quasiment injurieux qu'il avait utilisés. Ça ne changera pas grand-chose pour l'Afrique parce que, au sens géostratégique, l'Afrique n'est pas véritablement un enjeu en ce qui concerne les Américains en ce moment. C'est vrai qu'il se déploie notamment au Sahel avec une aide assez importante dans le domaine de la sécurité, notamment aux Français, mais de manière beaucoup plus profonde. Un nouveau président des États-Unis, avec les intérêts de l'Afrique, ça ne va pas changer grand-chose. Oui. On a même constaté que ces dernières années, il y a eu une décroissance en ce qui concerne les échanges commerciaux entre les deux entités. C'est vrai que le Cameroun se démarque avec le fait que sur les 3 dernières années, les Américains ont des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA sur les 3 dernières années. Mais on arrivera sans doute à une consolidation des acquis concernant particulièrement le Cameroun, c'est-à-dire un positionnement dans ce pays afin de mieux se projeter sur l'Afrique centrale, un positionnement au Cameroun pour mieux contrôler le golfe de Guinée où les Américains ont un programme avec notamment les militaires camerounais et nigérians, mais de manière beaucoup plus profonde, il n'y aura pas un changement radical, surtout que cette réalité sécuritaire est venue à l'existence avec les attaques du 11 septembre, grâce à une alliance particulièrement scellée entre les États-Unis et le Cameroun à travers la réception de George Bush Junior qui avait reçu le président Biya. C'était en 2003, évidemment, n'est-ce pas, à la veille de frappes en Irak. Donc, ce qui a fait en sorte que c'est une relation qui prend de plus en plus du volume. Donc, les Américains ne vont pas régner leurs acquis. Les Américains vont continuer à se positionner, qu'il s'agisse de Trump ou de Biden, mais ce sera un positionnement qui est toujours minimal parce qu'au sens sécuritaire, c'est pour empêcher l'avancée islamiste, notamment, qui pourrait se projeter sur les États-Unis. Docteur Luison Isomba, vous voyez qui prêter serment en janvier? Moi, je vois Joe Biden parce qu'en réalité, c'est une opportunité pour l'Afrique. Parce que vous savez, quand nous avons vu le comportement de Donald Trump, il s'est attaqué aux dirigeants africains, surtout aux dictateurs, et qui vont trouver une bouffée d'oxygène s'il s'en va. Et aussi, la politique d'immigration va prendre justement, sera prospère parce que les Africains aiment aller de ce côté-là, puisqu'on estime que c'est un Eldorado. Donc, moi, je pense que le vote au profit de Joe Biden sera
pour l'Afrique un moyen de davantage s'émanciper en termes d'immigration et surtout en termes de protection. On a pensé la même chose lorsque Barack Obama est arrivé en 2008. Hein. Oui, pour Barack Obama, c'était un peu plus compliqué que cela. Un peu plus compliqué que cela. Donc moi, je voudrais dire tout simplement pour achever cette émission, indiquer que le président des États-Unis, il faut qu'on le dise, est un monsieur puissant qui a des pouvoirs exceptionnels, mais qui sont des pouvoirs qui s'exercent dans d'exceptionnelles limitations. Voilà. Parce qu'il a son droit de veto, mais ce droit de veto, s'il s'amuse, parce que le Congrès peut procéder à des contournements, et vous savez que le président des États-Unis est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, c'est le principe. Okay. Mais en cours de ce mandat, s'il y a un acte de haute trahison, on peut engager contre lui une procédure d'impeachment qui est initiée par la Chambre des représentants et il est jugé par le Sénat américain. Voilà, madame, monsieur, merci à vous d'être venu, cher monsieur. Merci également à nos compatriotes qui étaient de l'autre côté, aux Amériques. Merci à l'équipe technique conduite par Innocent Abega, il y a Marlise Minkumo, il y a Dipanda, Raphaël Dipanda, Théo Tchouke et il est également là, notre technicien, le Doponé, voilà, il est là. Madame, monsieur, on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro et qu'il en soit. Bonsoir, Makepe Misoke.